Alors, comment ça va se passer? Donc, comme je le disais, ça sera vraiment une discussion, des présentations et des discussions pour éclaircir quand même la thématique qui, aujourd'hui, quand certaines personnes ont vu la publication, on demande, mais c'est quoi exactement l'analyse réflexive? Donc, ça serait un plaisir pour moi de discuter avec vous sur cette thématique. Mais bien avant qu'on ne commence, euh, on a eu toujours des moments où on se pose la question, pourquoi cela est arrivé? Une situation est arrivée, on se pose la question, pourquoi est-ce que cela est arrivé? Et bon, après ça, on passe à l'action. Ou bien on quitte le boulot pour ceux qui travaillent et la journée n'a vraiment pas été productive. Et on se dit, mais pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, je n'ai même pas travaillé? Mais la personne, également, demain, il revient et la même situation se répète. Normalement, il aurait dû quand même prendre certaines actions pour pas que la situation se répète. Mais il se pose la question, oui, mais pourquoi ça n'a pas été marché, ça n'a pas marché? Il se pose la question, mais bon, il passe là-dessus. Là, on appelle ça l'introspection. Et également, il y a des gens parmi nous, ceux qui apprennent, et quand ils finissent d'apprendre quelque chose, aujourd'hui, par exemple, après 3 jours, 4 jours, la personne n'est pas capable de remémorer ce qu'il a appris peut-être avant-hier. C'est une situation qui arrive à tous. On n'est pas capable de réfléchir. Hier, qu'est-ce que j'ai appris exactement? Je profite de l'occasion pour me confesser. Pour ceux qui me suivent, ceux avec qui j'ai étudié le lycée, j'ai fait l'école primaire, je m'excuse beaucoup. Parce qu'il y a certaines personnes qui me demandaient, Monsieur Wamdande, comment est-ce que tu fais pour t'en sortir autant? Et j'ai pas voulu dire pourquoi est-ce que je faisais autant. Mais moi-même, je ne savais pas que si je faisais de l'analyse réflexive. Euh, je vous assure que je ne suis pas un surdoué. Je ne me jette pas les fleurs, je le dis parce que cette vidéo sera publiée sur les réseaux sociaux. Et si mes enseignants trouvent que je mens, ils peuvent venir témoigner en commentaire et je reconnaîtrai. Du primaire au secondaire, j'ai jamais eu de concurrent dans mes contrées. Mais j'avais une technique que je faisais qui me permettrait de, d'expliquer mon cours. C'est-à-dire, je ne pouvais pas réciter totalement mon cours, mais je pouvais t'expliquer le cours en complet. Du chapitre 1 jusqu'au dernier chapitre, je pouvais t'expliquer tout à mes propres mots, à ma compréhension. Mais en tout cas, c'est le papa qui souffrait parce que lui, il payait des cahiers à chaque fois. C'est ce que je faisais, de l'analyse réflexive. Mais je ne savais pas que c'était de l'analyse réflexive que je faisais. C'est après que j'ai su que ce que je faisais, quand j'ai découvert le concept, que j'ai su que c'était de l'analyse réflexive. Jusqu'à on m'appelait le surdoué, mais moi, j'ai jamais eu la chance d'être un surdoué. Malheureusement, c'est mon petit frère qui était un surdoué, mais bon, on n'a pas su le protéger et après, c'est parti. Voilà, lui, c'était un surdoué parce qu'il arrivait à traiter ses devoirs, même en songe. Et quand il partait au devoir, c'était le 20. On se posait la question, il bossait pas dur. Mais on se posait la question, mais comment est-ce que le petit il arrive à avoir les 20 à chaque fois? Mais moi, par exemple, j'ai pas eu cette chance d'être un surdoué. Mais c'est ce que je faisais qui m'a mené vraiment à rester sur mes gardes, c'est-à-dire à prévoir pendant un cours et après le cours. Et donc, cette analyse réflexive-là m'a permis beaucoup dans plusieurs domaines. Donc, c'est en cela que je voudrais partager avec vous comment est-ce que nous pouvons appliquer l'analyse réflexive et comment déjà même comprendre l'analyse réflexive nos différentes activités, que ce soit pour apprendre, que ce soit en entreprise, pour l'appliquer en entreprise. Donc, vous êtes 12 à être connectés ce soir. Ça me fait plaisir de vous voir ce soir. Je pense que les autres vont nous rejoindre. Je me ferai le plaisir de vous décrire en soi en, une petite introduction sur l'analyse réflexive. Et pour ceux qui ont pu participer à Simplon, je pense qu'on faisait cette analyse réflexive-là, mais il y a certaines personnes qui remplissaient mais qui ne comprenaient pas. Qui ne comprenaient pas parce que je le faisais. Il y a des amis qui sont là avec moi, qui remplissaient, qui avaient un outil d'analyse réflexive qui le faisait. Mais ils ne comprenaient, peut-être d'autres ne comprenaient pas l'importance en fait. Et peut-être qu'à la sortie de ce soir, d'autres comprendront qu'en réalité, c'était au-delà.
de votre propre évaluation. Voilà. C'était au-delà de votre évaluation et comment est-ce que cela pourrait vraiment nous aider dans notre vie si on veut vraiment s'améliorer. Donc, c'est quoi exactement l'analyse réflexive? Donc, on va tous se poser la question, c'est quoi exactement l'analyse réflexive? En quoi on peut définir l'analyse réflexive? Entre nous. Voilà. Donc, on va voir la différence aussi de l'introspection parce qu'il y a une confusion entre l'analyse réflexive et puis l'introspection. Donc, on va partir par d'une simple définition de l'analyse réflexive et faire maintenant la différence entre l'analyse réflexive et l'introspection et décliner quelques exemples pour expliquer la thématique. Et on va voir également quelques outils qui peuvent nous permettre maintenant de faire quoi? D'appliquer l'analyse réflexive de façon quotidienne. Donc, on peut définir l'analyse réflexive, c'est comme un processus qui consiste à examiner, mais de manière approfondie, ses propres actions, ses pensées, ses décisions, puis pour faire quoi? Pour tirer des leçons et améliorer ses performances futures. C'est-à-dire, on est en face d'une situation, on peut utiliser l'analyse réflexive de façon approfondie pour analyser cette situation-là. Mais d'abord, pour faire la différence avec l'interprétation, l'analyse réflexive repose sur la volonté consciente, c'est-à-dire toi-même tu as une conscience en toi pour évaluer de manière critique, c'est-à-dire sans sentiment, les événements passés et identifier les éléments positifs ainsi que les points d'amélioration. Donc, d'abord, ça doit être de façon qu'on appelle consciente. Par exemple, prenons un exemple. Un étudiant qui a échoué peut-être à un examen important. Plutôt que de simplement se blâmer, il pourrait utiliser l'analyse réflexive pour identifier quoi? Les causes. Les causes possibles. C'est-à-dire quoi? Quelles sont les causes possibles qui l'ont mené à échouer? Soit une mauvaise gestion du temps d'étude, soit un manque de concentration ou d'une mauvaise compréhension des attentes de l'examen. Maintenant, en examinant ces facteurs-là, il peut faire quoi? Il pourrait ajouter sa méthode de travail. S'il sait que c'est la gestion du temps, donc il pourrait ajouter sa méthode de travail pour obtenir des meilleurs résultats lors des prochains examens. Mais pour faire ce qu'on appelle cette analyse réflexive-là, pourquoi on le fait? C'est la question qu'on se pose. Pourquoi on fait une analyse réflexive face à une situation? D'abord, le premier point qu'on peut retenir, c'est d'améliorer sa prise de décision. Ça pour améliorer sa prise de décision. Pour la décision qu'il va prendre, pour une nouvelle décision qu'il va prendre, l'analyse réflexive va lui permettre de faire quoi? D'améliorer cette décision-là. Autre chose, c'est de faire quoi? C'est renforcer l'auto-apprentissage. C'est-à-dire quelqu'un qui veut apprendre, comme je le disais tout à l'heure, ça peut s'appliquer à plusieurs niveaux. Quand tu veux apprendre, tu peux utiliser l'analyse réflexive pour mieux comprendre le mécanisme interne et d'apporter des comportements plus efficaces en fait. Autre point encore que je peux ajouter, c'est optimiser l'organisation et la gestion du temps. Et encore, ça vous permet également de stimuler votre créativité et votre innovation. Prenons l'exemple peut-être d'un manager ayant dirigé un projet qui n'a pas atteint son objectif. Il peut utiliser l'analyse réflexive pour analyser les raisons d'échec. Soit peut-être il a eu une mauvaise communication, soit c'est l'objectif qui a été mal défini ou la méconnaissance des attentes des parties prenantes. Donc voici comment est-ce qu'il peut utiliser l'analyse réflexive pour y arriver. C'est toujours flou. J'en viens parce que moi-même c'était flou dans ma tête. Mais après, j'ai essayé de comprendre avec des exemples. Et je pense qu'à la fin, on pourra se comprendre. Maintenant, on va faire maintenant une comparaison entre l'analyse réflexive et la simple introspection. C'est quoi l'introspection d'abord? Parce que c'est ce que nous tous on sait. L'introspection, on peut définir comme quoi c'est une pratique spontanée qui est non structurée qui consiste à faire quoi? À tourner son intention vers soi-même. Pour faire quoi? Pour exprimer ses émotions, ses pensées. Par exemple, une personne qui réfléchit à quoi elle se sentait stressée après une réunion. Donc, cela peut l'aider à comprendre ses émotions, mais sans forcément déboucher peut-être à une action concrète. Il réfléchit, qu'est-ce qui m'a amené à être stressé? Il peut trouver que peut-être j'étais pas préparé, mais ça s'arrête là. Par contre, l'analyse réflexive, elle est intentionnelle. Je viens de dire, elle est intentionnelle, structurée et orientée vers l'amélioration continue.
Donc, on va utiliser des outils et puis des méthodes pour faire quoi? Pour identifier les enseignements concrets à partir des expériences passées. Par exemple, je prends un exemple. Après que cette personne soit stressée lors de la réunion, cette même personne pourrait analyser ses causes profondes de son stress. Soit c'est par manque de préparation, soit c'est peur d'un jugement. Et décider de s'entraîner davantage avant la prochaine réunion. Voici quand même qu'on appelle la différence entre, comment on appelle, l'introspection et l'analyse réflexive. L'introspection, il s'est juste arrêté à se poser la question. Qu'est-ce qui m'a amené à être stressé? Ah bon, peut-être que voilà, je ne me suis pas préparé. Et ça s'arrête là. Par contre, l'analyse réflexive, là, il va se trouver des moyens pour trouver les causes. C'est-à-dire, je te souhaite citer, comment on appelle, quelque chose, peut-être, il a eu manque de préparation, ou bien il a eu un peur d'un jugement. Maintenant, il va décider maintenant de faire quoi? De chercher des méthodes maintenant pour se préparer pour, comment on appelle, pour la réunion prochaine. C'est là qu'on appelle l'analyse réflexive. Par exemple, la conférence de ce soir, moi je fais la conférence avec vous. Je peux avoir des points faibles et des points forts. Peut-être lors des questions que vous allez me poser, je vais me rendre compte que en réalité, j'ai eu des difficultés à répondre à ce qu'on appelle un certain nombre de points. Bon, je m'arrête là. Bon, hier soir, j'ai fait la réunion et bon, je n'ai pas pu répondre à certains points. Je m'arrête là. Là, on appelle ça. Je me pose la question. Pourquoi même je n'ai pas pu répondre à la question? Ah, peut-être je n'ai pas compris la thématique. Je m'arrête là. Par contre, l'analyse réflexive ici, ah, je n'ai pas compris la partie. D'accord. Qu'est-ce que je vais faire pour que, à la prochaine rencontre, quand on va poser une question, que je puisse m'en sortir? Je prends mon stylo avec l'outil en question et j'analyse en quelque sorte les causes profondes. Et je prends acte et j'agis. Donc, c'est lorsqu'on agit, c'est en ce moment maintenant, l'introspection devient maintenant une analyse réflexive. Donc, concrètement, qu'est-ce qu'on peut dire de l'introspection? L'introspection peut être vue comme une réflexion personnelle passive. Tandis que l'analyse réflexive, c'est une démarche proactive qui vise à transformer les réflexions en actions concrètes et mesurables. Donc, on ne passe pas, on ne fait pas seulement une réflexion passive, mais là, on passe à l'action. On réfléchit et on passe à l'action. Voici comment est-ce qu'on peut faire la différence entre l'analyse réflexive et l'introspection. OK. Il y a des gens déjà qui maîtrisent la thématique et qui ont déjà des mythes basés sur, comment on appelle, l'analyse réflexive et puis l'introspection. Bon, l'analyse réflexive, l'introspection, là, ça n'a pas. La première des mythes, l'analyse réflexive, pour moi, c'est très important. J'ai préparé des chapitres dans lesquels on va voir, je vais projeter pour qu'on puisse discuter. Mais là, c'est pour expliquer quand même la thématique pour qu'on puisse aller quand même en profondeur avec les chapitres que j'ai préparés. La première des mythes que les gens se font, ils se disent quoi? Réfléchir trop longtemps est une perte de temps. C'est ce qu'on se dit. Bon, c'est vrai. Bien vrai que la réflexion excessive aussi conduit à une paralysie. C'est qu'il y a une maladie qu'on appelle paralysie paralyse. Et c'est une réflexion qui vraiment, au lieu de. Il prend le temps pour réfléchir jusqu'à ne rien faire. Voilà, il est paralysé. Mais là, si c'est bien structuré, vraiment, ça va aller. Et ce ne serait pas une gâchis de temps. Je prends un exemple pour une entreprise, pour une petite entreprise artisanale, qui pourrait prendre du temps pour analyser pourquoi un produit n'a pas attiré la clientèle attendue. Donc, ça peut être peut-être le design, le prix, la présentation. Au lieu de simplement produire davantage sans modification. Bon, ça ne marche pas, donc il continue à produire. Il se pose la question, bon c'est aussi un produit, on va voir. Mais là, s'il applique l'analyse réflexive, il va se poser la question, est-ce que c'est pas le design? Est-ce que c'est pas le prix? Est-ce que c'est pas la présentation? Là, en ce moment, il va trouver des actions concrètes à appliquer à sa propre, qu'on appelle à l'introspection, qui va devenir maintenant une analyse réflexive. Autre mythe que les gens se font, ils se disent, je suis déjà assez conscient de moi-même.
J'ai pas besoin de réfléchir davantage. Faut pas te blaguer. C'est vrai que la confiance en soi, c'est un bon début. Mais l'université va au-delà. Donc, ça va au-delà. Ça vous permet d'identifier les leçons pratiques pour s'améliorer. Donc, on va se dire, c'est quoi exactement, quels sont les avantages quand on fait l'analyse réflexive. D'abord, c'est la meilleure prise de décision. C'est pour améliorer votre temps et c'est pour réduction des stress pour ceux qui prennent les paroles. Et aussi, ça vous permet également d'augmenter, comment on appelle, votre créativité. Mais le cas le plus dangereux, ce que je vais vous dire, c'est très un peu dangereux, c'est le risque d'analyse excessive. Euh, je vais partager certaines méthodes avec vous, mais il y a certains vraiment, si vous n'avez pas de coaching, vous risquez de claquer. Ça, c'est clair. Ça m'arrive parfois de faire ça. Je pense qu'il y a des fois que ça m'arrive, mais je me maîtrise. C'est-à-dire, à chaque fois, tu t'évalues, et tu fais une analyse réflexive, et à force de t'évaluer, si tu ne fais pas très attention, tu risques de péter les plombs. Donc, c'est très dangereux en ce moment. Et il faut faire très attention en faisant ces analyses-là. Parce que l'objectif, c'est d'aller plus, c'est-à-dire d'aller au-delà de ce que vous êtes. D'aller au-delà de ce que vous êtes. Et là, si vous ne faites pas attention, c'est très compliqué. Et je prends un exemple pour vous qui êtes des pères. C'est-à-dire votre enfant n'arrive pas à... L'intelligence, c'est-à-dire, il n'a pas le niveau en fait. L'enfant n'arrive pas à réfléchir, comment on appelle, à remémorer ce qu'il a appris. L'analyse réflexive peut permettre à vous, c'est-à-dire vous pouvez appliquer une analyse réflexive sur cet enfant-là. Et vous allez voir qu'il va commencer ça va booster son niveau de compréhension en fait. Voilà. Donc ça va commencer à booster son niveau. Mais à la suite des présentations des outils qu'on va voir, vous saurez comment est-ce qu'on peut appliquer l'analyse réflexive surtout sur les enfants. Donc, merci bien. Voici un peu l'introduction de l'analyse réflexive. Est-ce que quelqu'un a une question avant qu'on ne puisse entrer en profondeur avec une présentation des outils qu'on peut prendre? Oui. Effectivement, la connexion n'est pas stable partout. Voilà. Je vais me permettre de prendre la parole pour qu'on puisse discuter après. Puisse commencer là. Est-ce que quelqu'un a encore des ambiguïtés sur la... Je vais partager l'écran. Organisation. Donc, prenez le micro, vous pouvez parler. Il y a des questions sur ce que je viens de présenter. Quelqu'un a pu noter quelque chose avant qu'on ne continue maintenant avec le depuis sujet. Là, c'est juste une chance pour vous expliquer qu'on appelle le théorème, la thématique. Et ensemble, on peut maintenant aller maintenant en profondeur avec des explications sur des modules que j'ai préparés à cet effet. OK. OK. Je vois mademoiselle Kouela. Merci d'être connectée et j'espère que tout se passe bien. Donc, on va continuer notre présentation sur l'analyse réflexive. Là, c'est un module que j'ai préparé pour que là-bas, on puisse ensemble discuter là-dessus. Ça, c'était juste une présentation du concept. Comment est-ce que moi, j'ai compris l'analyse réflexive et comment est-ce qu'on peut l'appliquer dans la vie courante. Moi, je l'appliquais depuis l'école primaire, mais franchement, je ne savais pas. Je ne savais pas du tout que c'était ça que je faisais. Mais maintenant, j'ai compris et ça m'a beaucoup aidé. Donc, ce sont tout un panoplie d'outils qu'on peut mettre en place. Voilà.
Est-ce que quelqu'un voit ma présentation? Vous pouvez prendre le micro parce que j'ai partagé, j'ai quitté le bureau, donc je ne sais pas si vous voyez ma présentation. OK, d'accord. Donc ici, c'est comme un cours que je fais. C'est pas magistral, c'est comme un cours. Et ensemble, on va découvrir d'abord les différents, comment on appelle, les principes fondamentaux de l'analyse réflexive. Et ensuite, c'est-à-dire, on va voir d'abord les piliers, comment observer, analyser, agir. Et puis, on va voir aussi le concept de la réflexion-action. Et ce sont ces deux éléments-là qui constituent les principes fondamentaux de l'analyse réflexive. Voilà. Donc, comme je le disais, les principes fondamentaux de l'analyse réflexive, il y a d'abord les trois piliers qui est l'observation, l'analyse et puis l'action qui est agir. Donc, d'abord, observer. Pourquoi? Donc, ça, d'abord, c'est un pilier qui consiste à faire quoi? À prendre du recul pour examiner les situations avec objectivité. Donc, ça permet d'identifier les faits marquants, les éléments déclencheurs et puis les comportements adaptés. Par exemple, je donnais un exemple ici. Dans une classe, peut-être un enseignant qui a observé que certains élèves perdent la concentration après 30 minutes de cours. Donc, il dispose de données relatives pour ajuster. Il va donc, en notant ces faits, qu'est-ce qu'il va faire? Il va essayer d'adopter des dispositions qu'on appelle des données objectives pour ajuster son approche pédagogique. Pour que à chaque 30 minutes, il fait quelque chose et puis les enfants peuvent avoir la concentration. Parce qu'entre nous ici, il y a des gens qui peuvent avoir jusqu'à 2 heures de concentration. Par contre, il y a des gens, à partir de 30 minutes déjà, ils sont déconcentrés. Donc, si l'enseignant a observé cela, il observe que 30 minutes qu'on appelle de cours, après 30 minutes de cours, les élèves sont déconnectés. Il peut noter ses faits et puis maintenant, il va essayer maintenant d'analyser. D'analyser, donc le deuxième. Donc après l'observation il a observé la situation, il va passer maintenant à l'analyse. Donc il va essayer d'analyser maintenant les causes maintenant de ces événements-là. Et donc on va se poser la question, pourquoi cela a-t-il produit et quels sont les facteurs internes et externes qui l'ont. Par exemple, je prends un exemple encore, un étudiant qui a échoué régulièrement en mathématiques. Il peut analyser ses performances et découvrir qu'il consacre peu de temps. Peut-être il consacre peu de temps aux exercices. Et puis, se concentrant uniquement sur la théorie. Voici ce que l'analyse qu'il peut porter. Donc, maintenant, si tu as fini l'analyse, il faut faire quoi? Il faut passer à l'action, qui est agir. Agir qui fait partie aussi d'un principe fondamental comment on appelle, l'analyse réflexive. Donc, il a analysé la réflexion et ça fait quoi? L'analyse de la réflexion va quoi? Déboucher sur les actions concrètes pour corriger les erreurs identifiées et de faire quoi? De renforcer les comportements positifs. Donc, tu as observé un problème, tu as analysé, il faut maintenant passer à l'action. Voici les trois principes, les trois clés de l'analyse réflexive. Donc, tu analyses après observation, tu fais l'analyse et tu passes à l'action. Donc, par exemple, je prends l'exemple, le cas de l'enseignant, qui est suite à l'observation de l'analyse, l'enseignant peut ajuster de cours en intégrant des pauses régulières pour maintenir qu'on appelle l'attention des élèves. Par exemple, il donne des cours et après 30 minutes, il peut faire quoi? Il peut dire les enfants de s'élever pour se tirer. Peut-être 2 minutes comme ça. Les enfants s'élèvent, ils se retirent ou bien voilà. Et ils s'asseyent encore. Généralement, c'est comme ça. Ceux qui bossent fort, quand ils trouvent il est déconcentré, il sort, il tourne et il revient, il se fait une pause et il s'assoit. Donc, il y a des gens, vous les voyez, ils tournent, à chaque fois, il ne peut pas faire 30 minutes, il se lève, il tourne. Ça veut dire il a observé qu'en réalité, il y a un problème. Après chaque 30 minutes, il ne peut pas se concentrer. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il analyse la question. C'est-à-dire, il n'arrive pas à se concentrer longtemps, c'est l'observation. Il n'arrive pas à se concentrer très longtemps. Ça, c'est l'observation qu'il a faite. En analyse, il va analyser, trouver qu'en réalité, lui, il peut pas se concentrer au-delà de 30 minutes. Qu'est-ce qu'il fait? Il sait maintenant d'agir maintenant. Il passe à l'action, c'est-à-dire, il ne s'arrête pas seulement qu'à une simple introspection qui se limite, comment dirais-je, à l'analyse. Parce que l'introspection s'arrête à l'analyse. Voilà. Il peut se dire, oui, je ne peux pas me concentrer après 30 minutes et il s'arrête à là. Mais là, il passe à l'action et il trouve un moyen. C'est-à-dire, il veut se lever maintenant pour tourner et revenir. Là, on parle là maintenant d'ici, il a accompli maintenant l'analyse réflexive. Les trois actions sont accomplies. On va parler également aussi du concept de la réflexion-action. C'est-à-dire réfléchir avant, pendant et après une action. C'est quoi la réflexion-action?
On peut définir la action comme un concept central de l'analyse réflexive. Il s'agit de réfléchir à chaque étape d'une action pour examiner les résultats. Par exemple, avant l'action, cette phase consiste à planifier et anticiper les éventuels défis. Elle se pose sur des questions comme quelles sont mes attentes? Quel obstacle pourrait survenir? C'est-à-dire, vous voulez apprendre quelque chose. Vous voulez participer à une formation. Vous devez vous poser la question d'abord, quelles sont mes attentes vis-à-vis de cette formation? Et quels sont les obstacles qui pourraient m'empêcher de suivre cette formation? En vous posant ces questions déjà, vous vous préparez déjà à ce qui peut survenir, à ce qui pourrait être un obstacle pour vous. Vous comprenez déjà ce que vous partez chercher. Donc, du coup, vous pourrez faire face maintenant comment on appelle, à ces obstacles-là. Donc, pendant l'action, c'est-à-dire vous êtes pendant l'action, et à ce stade, il s'agit de surveiller le déroulement de l'action et d'ajuster les décisions en temps réel si nécessaire. Par exemple, je prends un exemple. Lors d'un atelier de formation, l'animateur peut observer des réactions des participants et modifier son approche si les activités prévues semblent trop complexes. C'est-à-dire, moi, j'avais prévu faire une formation. Et j'ai mes attentes en proposant cette formation. Je m'arrive que je trouve que c'est un public qui est vraiment pas à ce niveau de cette formation que je vais donner. Donc, il faut maintenant réajuster. Si on ne pas continuer. Pour ceux qui ont fait des projets, la gestion des projets agiles, c'est à ce niveau-là on peut l'appliquer également. Il faut arriver, vous trouvez que le public n'est vraiment pas au niveau que je vais donner ma formation. Donc, vous faites vous rétrogradez. Mais en ce moment, vous avez déjà prévu ça avant l'action. On va parler maintenant de l'après-action. Ça, l'étape constatée à l'évaluation. Qu'est-ce qui a fonctionné ou bien qu'est-ce qui n'a pas fonctionné ou bien qu'est-ce qui aurait pu être amélioré. Je prends un exemple de ce cours que je donne ce soir. Par exemple, je me dis que les gens ne sont pas connectés assez. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Est-ce que la communication? Est-ce que les gens manquent confiance à celui qui va donner le cours? Ou bien les gens jugent faible le niveau de celui qui va donner la formation? Oui, on en connaît assez de celui qui va donner la formation. Je me pose toutes ces questions en fait. Et je prends acte. Si je m'arrête à là, je suis dans l'introspection. Je passe à l'acte maintenant. Je prends maintenant un outil que je vais analyser ces outils-là. J'ai fini d'analyser ces outils-là et je passe à l'action. Je mets maintenant ce que j'ai proposé en action. Et il y a également le rôle du biais cognitif dans l'analyse réflexive. Le biais de confirmation. La tendance à la recherche des informations qui confirment les croyances existantes. Je donne un exemple concret. Peut-être un étudiant qui pense qu'il n'est pas doué en sciences peut ignorer les réussites passées et se concentrer uniquement que sur ses échecs. Non, je ne suis pas fort en temps, mais il ne pense pas que le fait même de reconnaître qu'il n'est pas fort, c'est parce que tu connais que tu connais pas. C'est un peu fou. Sinon, si tu connais pas, bon, quelqu'un qui ne sait pas, comment tu vas savoir qu'il ne sait pas bon? C'est parce que tu connais que tu n'es pas bon. Il y a aussi le biais de négativité. On accorde beaucoup d'importance aux aspects négatifs qu'aux aspects positifs. Et le troisième biais, c'est le biais d'attribution. Il faut attribuer nos succès à des faveurs internes, c'est-à-dire les talents efforts et nos échecs et des faveurs externes. Donc, voici en quelque sorte comment est-ce que je pourrais vous présenter les fondamentaux de l'analyse réflexive. Donc, je pense qu'on est encore à 30 minutes d'exposition. On va continuer avec le plan suivant où on va parler de quand même les méthodes, quelques méthodes. Et ça, c'est toujours théorique. C'est toujours théorique. Et ça demande vraiment une application approfondie. C'est-à-dire quelqu'un qui a peut-être déjà une connaissance, qui a déjà construit ces outils-là, qui pourraient vous expliquer pour que vous compreniez. Mais si on part sur la base théorique déjà, avec l'outil déjà, chacun pourra se situer. Donc, on va parler dans le chapitre 3 des méthodes et des outils. Et la première des méthodes, c'est les 5 why. Pour ceux qui ont fait des gestions du projet, je pense qu'ils ont utilisé des projets agiles ou bien, comment on appelle ça même? J'ai oublié les noms de trucs là. Oh là là. Bon, gestion de projet, ça intervient également. On peut utiliser les 5 why, les 5 pourquoi. Je me sens fatigué au travail. Pourquoi? Parce que je ne dors pas bien à la maison. On passe à ça. Pourquoi encore? Parce que je passe beaucoup de temps sur mon téléphone avant de dormir. Pourquoi? Parce que je suis souvent stressé et je cherche une distraction. On va se poser des pourquoi jusqu'à aller trouver la solution.
Pourquoi encore? Parce que je n'arrive pas à gérer mon stress efficacement. Voilà, ouais, la cause vient maintenant. C'est-à-dire, je n'arrive pas à faire quoi? À gérer mon stress. Donc, c'est pour cela que je cherche une distraction. Et voilà pourquoi j'utilise mon avant de dormir. Et voilà, ça m'amène à dormir tard et je suis fatigué au travail. Voici la cause. Avec les 5 pourquoi on découvre, les 5 pourquoi on arrive à avoir le problème. Pourquoi? Parce que je ne prends pas le temps de pratiquer des techniques de relaxation. Pourquoi je n'arrive pas à gérer mon stress efficacement? Là, comme je n'arrive pas à trouver des techniques de pratique des techniques de relaxation, je fais quoi? Je n'arrive pas à gérer mon stress. Donc, tu peux remonter maintenant jusqu'à aller trouver les causes. Comme solution, qu'est-ce qu'il fait? Il va commencer à intégrer des routines de relaxation en fin de journée pour réduire le stress et améliorer la qualité du travail. Donc, finalement, il ne va plus être fatigué au travail. Voici la méthode pourquoi. Comment est-ce qu'on peut utiliser la méthode pourquoi? Je reprends. Je me sens fatigué. Voilà le problème. Il va c'est pourquoi? Parce que je ne dors pas vite à la maison. Et il allait trouver que le problème, c'est parce que il ne prend pas, comment on appelle, il ne prend pas le temps de pratiquer des techniques de relaxation. Et le fait qu'il ne pratique pas, il n'a pas de techniques de pratique de relaxation, il va faire quoi? Il va ne pas pouvoir arriver à gérer son sac effectivement. Et cela va faire de sorte que, et qu'on appelle, il va aller maintenant chercher maintenant une source de distraction. D'où il va utiliser son téléphone très longtemps tardivement dans la nuit. Il ne va pas bien dormir et au travail, il est fatigué. Là, il a résolu son problème. Donc, la solution ici, c'est agir. Donc, il pourrait trouver parce que je ne prends pas le temps de pratiquer des techniques et il s'arrête à là. S'il s'arrête à là, c'est une introspection. Mais la solution, s'il a commencé à intégrer des routines, là, on parle maintenant de l'analyse réflexive. Donc, je pense que le concept commence à comprendre maintenant. Et le modèle SWOT aussi. Voilà, le modèle SWOT, voilà, ce sont les deux modèles qu'on va voir. Donc, c'est un modèle qui est utilisé pour analyser les forces, les faiblesses, les opportunités, les menaces et dans les divers domaines de vie qu'on appelle personnel et professionnel. Donc, les forces, comme je l'ai dit, pour ceux qui ont pu gérer les projets, si tu ne peux pas gérer un projet sans utiliser le modèle SWOT pour analyser les faiblesses, quels sont les domaines où vous manquez de compétences, ou les ressources, ou les aspects à améliorer dans votre vie. Les opportunités, c'est dans les nouvelles tendances, les formations ou collaborations qui peuvent vous aider à évaluer. Les menaces, ce sont les obstacles internes ou des risques qui peuvent nuire à vos progrès, c'est-à-dire les concurrents, les changements économiques, etc., etc. Donc, voici ces outils-là, les deux méthodes-là qu'on va utiliser. Maintenant, autre outil, c'est le journal réflexif. Et ce journal réflexif-là, je vous promets qu'à la fin, on va essayer de voir un certain nombre de journaux réflexifs qui va vous permettre maintenant de pouvoir pratiquer maintenant l'analyse réflexive dans votre vie. Soit vous êtes autodidacte, soit vous êtes un entrepreneur. Donc, c'est un journal c'est un espace consacré à la réflexion régulière sur vos actions, vos pensées, vos émotions et vos expériences. Donc, ça permet d'identifier un schéma récurrent et d'apprendre à ces erreurs de réussite. C'est-à-dire comment le tenir. Vous prenez quelques minutes chaque jour pour écrire vos pensées et vous concentrer sur des questions comme qu'est-ce que j'ai appris aujourd'hui? C'est-à-dire, qu'est-ce que vous avez appris aujourd'hui? C'est-à-dire, vous prenez le temps, c'est ce que je faisais, comme je disais, ce que je faisais. Arrivé à la maison, je prenais mon livre et je fermais. Et puis, je me pose la question, quels sont les mots qui me viennent en tête aujourd'hui? Pour ceux qui ont fait la Côte d'Ivoire, j'ai fait CPE en 2008. Donc, j'ai utilisé un livre, quand le début s'appelle Cathy a une banane. Je ferme mon visage et je regarde quelles sont les images, c'est-à-dire les images des fruits que j'avais dans le livre. Je ne connaissais pas le nom en français, mais je connaissais le mot en mori. Le nom en mori. Je vois banane. Je vois un pot. Je suis en train de lire dans ma pensée. Ça me permet de savoir qu'aujourd'hui, on a vu quoi? On a vu ça, on a vu ça, on a vu ça. Même si je ne me rappelle pas exactement du nom en français, mais quand même, ça me permet de réfléchir déjà à ce qu'on avait vu comme objet. Et quand j'arrive en classe, quand on me pose la question, je vois ça en esprit, c'est-à-dire je vois ça en ma langue maternelle, mais je ne peux pas répondre. Mais ce jour-là, quand on va reprendre le cours, c'est ce jour-là que je vais prendre maintenant le temps maintenant de mémoriser maintenant ce que j'ai appris.
Voici qu'est-ce que je faisais pour être un peu différent des autres. Mais je vous avoue que je n'ai pas donné cette technique jusqu'à ce que je quitte le secondaire. Et je demande pardon à ceux qui m'ont demandé que j'ai refusé. Ce n'était pas méchant, c'était mon secret à moi aussi. Voilà. Donc, d'autres questions, quelles ont été mes réussites et mes défis? C'est-à-dire, qu'est-ce que j'ai appris aujourd'hui? Maintenant, ce que j'ai appris là, quelles ont été mes réussites? Qu'est-ce que j'ai pu apprendre facilement? Qu'est-ce que j'ai pu réaliser concrètement? Maintenant, mais comment est-ce que, quels sont aussi mes défis? Quelles sont les difficultés que j'ai rencontrées pendant mon apprentissage? Je l'ai écrit en fait. Je l'ai écrit. Là, je l'écris. Là, il faut l'écrire. Là, il faut l'écrire. Maintenant, la troisième question qu'on s'est posée, comment puis-je m'améliorer? C'est-à-dire, j'ai eu des hauts et des bas. Maintenant, les bas là, comment est-ce que je peux m'améliorer à ce niveau-là? À ce moment, vous allez commencer à réfléchir là-dessus pour voir quelle méthode utiliser maintenant pour s'améliorer. Vous êtes plus intelligent. Là, je vous dis on n'utilise pas, je ne peux pas donner un chiffre parce que je n'ai pas un pourcentage, parce que je n'ai pas une donnée scientifique pour dire que voilà telle donnée scientifique qui le dit. Mais moi, je suis conscient qu'on n'arrive pas à exploiter 30% de ce que nous sommes capables de faire. Nous n'arrivons pas à faire 30%. Je donne ça, c'est moi qui donne ce chiffre. Je n'ai pas une donnée scientifique qui le dit. Mais quand j'applique ces méthodes-là, c'est que j'arrive à réfléchir, je n'arrive pas. Bon, il y a certains qui disent que, mais pourquoi monsieur va me donner vos cheveux là, ça finit chaque jour. Bon, c'est ça qui peut. Désolé. C'est parce que je réfléchis beaucoup à chaque petite chose. J'essaie de faire cette analyse réflexive là et de comprendre plus à ma manière. Voilà. Et la dernière question qu'on peut faire, c'est quelles sont les émotions que j'ai ressenties? Est-ce que ce que j'ai appris, ça m'a été utile? Est-ce que je suis content de ce que j'ai fait? Est-ce qu'il faut faire mieux que ça? Est-ce que je fais de l'effort? Est-ce que demain je peux pas faire mieux que ça? Ce sont des questions qu'on se pose. Voilà. Donc, pour l'exploitation générale, il faut le réaliser légalement pour respecter comment on appelle les patents ou bien les insights. Bon, ça, c'est en anglais, c'est un terme en anglais. Donc, vous pouvez utiliser les résultats pour ensuite vous identifier les domaines et améliorer. C'est ce que vous pouvez aussi faire pour chez un enfant qui n'arrive pas, un enfant, bon, dans le terme du jargon, un enfant en tout cas. L'enfant en question n'arrive pas vraiment à retenir certaines choses. Moi, je refuse de faire comment on appelle, les répétitions à domicile. J'aime le faire, mais c'est quand je trouve que l'enfant vraiment n'a pas le niveau. J'essaie de le prendre, mais en 2 mois, je le laisse parce que c'est qu'en 2 mois, après 2 mois, il peut s'en sortir. Vous pouvez appliquer cela. C'est-à-dire, vous regardez l'enfant et vous voyez vous étudiez la mentalité de l'enfant et vous lui posez des questions banales comme ça. Qu'est-ce que tu as appris en classe aujourd'hui? Dis-moi 2 mots que tu as retenus. Aujourd'hui, demain, vous lui forcez à trouver 3 mots, 4 mots demain. Je vous assure qu'au bout des 2 mois, cet enfant-là, il serait capable de vous réciter tout ce qu'il a appris. Parce que vous l'encouragez. Quand il va arriver en salle, tout ce qu'il recherche, c'est de retenir quelques mots. Il ne va pas retenir tout, mais c'est de retenir quelque chose, quel qu'en soit le domaine qu'il étudie. Et quand vous allez lui poser les questions, 2 mots, 3 mots, 4 mots, pour ceux qui ont des enfants, vous pouvez expérimenter cela. L'enfant, au bout même la première année, ça peut ne pas marcher concrètement, mais à partir de la deuxième année, vous allez voir que son rang va commencer à augmenter. Et pour ceux qui connaissent mes petits frères, demandez, jamais, tu ne peux pas battre, tu ne peux pas le dépasser. Parce que je les ai appris ça depuis longtemps. Comme j'ai vu que ça marchait, je les ai appris ça depuis longtemps. Pour dépasser mon petit frère, c'est compliqué. Tu vas monter des scènes parce qu'il a ces outils-là. Pour ceux qui me connaissent très bien, qui connaissent très bien mes petits frères, demandez comment est-ce qu'ils étudient. Il ne va pas vous montrer. Mais moi, bon, je suis appelé, je me suis donné une mission de contribuer à l'amélioration de la productivité humaine. Raison pour laquelle j'essaie d'apporter ce que je faisais comme avant. Ce que je faisais avant, je prends moi-même comme un exemple. C'est-à-dire, j'ai appliqué sur moi-même, ça marchait avant maintenant de l'appliquer aux autres. C'est-à-dire, je ne prends pas un autre cobaye, c'est moi-même qui suis cobaye. Mais si je deviens fou un jour, désolé, donc dites pas que c'est ça. Donc, on va studier aussi les outils comme les outils numériques. Voilà, les outils numériques pour faire. Il y a Notion qui est là, il y a Trello qui est là, il y a Evernote qui est là. Bon, aujourd'hui, on ne va pas parler des outils numériques, les outils qu'on appelle numériques. On peut en parler dans les autres séquences à venir. Mais ce sont des outils que vous pouvez utiliser pour vraiment, comment on appelle, l'utiliser. Donc, par exemple, comment est-ce qu'on peut l'implémenter dans votre vie professionnelle et personnelle? Donc, ça peut être même dans vos routines quotidiennes. Dans le matin, avant de commencer une journée de travail ou d'études, prendre 5 à 10 minutes pour fixer vos intentions et vos objectifs de réflexion par journée. Je vous le dis, ceux qui arrivent à fixer leurs objectifs par jour, ils arrivent à réaliser
plus de 40% que les autres, ceux qui n'ont pas planifié leur journée. Je dis cela, et si vous pouvez essayer. Le matin, il arrive et prend un cahier et puis il note ce qu'il doit faire dans la journée. Demain, il ne faut pas noter. Tu vas voir comment est-ce que tu évolues. D'abord, les pauses également. Donc, il faut utiliser les pauses pour réfléchir sur la productivité et l'état d'esprit. Est-ce que tu avances progressivement et qu'est-ce qui t'empêche d'avancer? Il ne faut pas continuer comme ça. Voilà. Et la soirée, avant de te coucher, il faut consacrer quelques minutes et un bilan de la journée. Et l'analyse des succès et des points d'amélioration. Qu'est-ce qui n'a pas marché dans la journée? Pour ne pas retomber là-dessus, mais il faut quitter dans l'introspection. Voilà, il ne faut pas seulement réfléchir et puis demain ne pas agir. Voilà, il faut agir. Donc, également, pour bâtir vraiment une vision journalière grâce à une planification réfléchie, d'abord, il faut travailler sur la priorisation des tâches. Il faut faire la liste des tâches plus importantes au début. Là, on parle de la productivité maintenant. Voilà. Si vous appliquez, comment est-ce que vous pouvez appliquer ça dans votre routine en fait? Voilà. Donc, il faut également l'évaluation de l'alignement avec le routine à long terme. Est-ce que ce que vous faites, ça va vous pousser à arriver à vos objectifs à long terme? Il faut aussi faire une réflexion à la fin de la journée. Voilà. Pour voir est-ce que j'avance, pour ceux qui veulent apprendre. Voilà, pour ceux qui veulent apprendre les autodidactes. Est-ce que j'avance comme je le veux? Est-ce que si j'avance comme ça, je peux arriver là où je veux? Voilà. Mais la technique, c'est de commencer petit. Il ne faut pas chercher à trop changer un coup. Ça ne marche pas. Vous allez péter les plombs. Voilà, ça m'arrive souvent de péter les plombs. C'est-à-dire, je veux vraiment réaliser des tâches super. C'est-à-dire, ce que je dois faire en 2 jours, je vais le faire en 1 jour pour voir est-ce que je peux aller. Allez-y doucement, doucement. Allez-y doucement, doucement. Si vous arrivez à appliquer, allez-y doucement, doucement. Parce que vous n'êtes pas habitué. Faites un, aujourd'hui 2, demain faites 2, après demain faites 3, après essayez d'ajouter moitié pour que vous arriviez. Sinon, si vous voulez faire un coup, vous n'allez pas pouvoir. Même ce que je dis de suite là, les plans que je dis de suite là, il y a les gens qui vont, même si vous voulez l'appliquer, ça ne va pas marcher. Parce que vous allez vouloir appliquer ces un coup. Pourtant, moi, je le fais depuis CP1. CP1. Pour ceux qui connaissent, même le livre n'est pas, est toujours là. Cathy a une banane. Ça commence par Cathy a une banane. Je fermais mes yeux et je regardais quels sont les et quand je suis arrivé au secondaire, c'est ce que je faisais. J'ai un cahier, je note les chapitres seulement. Je note les chapitres et j'essaie qu'on appelle, d'expliquer les chapitres là. Et arrivé à un moment donné, je parlais seul quand je marchais dans les rues. C'est-à-dire, je marche comme ça, mais mes yeux ne regardent personne en fait. Je suis en train de répéter, c'est-à-dire expliquer mon cours. Mais je ne répète pas ce que le professeur a dit. Je ne répète pas ce que le professeur a dit forcément. J'explique la partie, comme si c'était moi-même. Et quand je prends une feuille comme ça, je peux traiter du premier exercice jusqu'au dernier sans même me lever pour dire que non, non, lever la tête. Parce que je maîtrisais toute la partie qu'il va poser une question. Voilà. Donc, il faut faire également aussi, il faut aussi créer des rappels. Voilà. Comme je le disais, il y a des alarmes et des gestions des tâches comme Notion et Trello pour vous faire des rappels successifs parce que vous n'êtes pas encore habitué. Voilà. Vous faites des rappels quand vous planifiez. Il faut suivre aussi comment on appelle les progrès. Comme je parlais de journal de réflexion là, il faut suivre les progrès. Est-ce que tu avances? Est-ce que tu avances? Voilà, il faut faire aussi des partages. Voilà, un mentor, comme je le disais, vous pouvez chercher un mentor avec qui vous allez partager votre progrès. Si vous savez que vous ne pouvez pas le faire, il peut vous suivre. Il peut vous suivre, essayer de voir est-ce que vous progressez. Lui-même, il peut mesurer votre progrès. Est-ce que vous-même, vous arrivez vraiment à faire de votre analyse réflexive de façon intentionnelle? Parce que si ce n'est pas intentionnel, cela, ça devient une rétrospection. Et chacun de nous a fait une rétrospection à chaque fois. Voilà. À chaque fois, il essaie de voir qu'est-ce qui n'a pas marché, mais il ne passe pas à l'action. Voilà. Et rendre aussi la réflexion agréable. Et donc, il faut associer des moments de réflexion avec des activités agréables, comme une tasse de thé, voilà, une promenade, afin de renforcer l'expérience positive. C'est-à-dire, pour ceux qui sont à côté de Ouaga 2000 comme moi, voilà, vous pouvez sortir, faire des promenades, pour regarder les beaux paysages, voilà, les beaux villas, et puis ça vous mène à réfléchir un peu, prendre de l'air, et puis paf, et c'est parti. Donc, voici un peu comment est-ce que je pourrais expliquer en long et en large, selon ma compréhension et selon mes découvertes, c'est quoi l'introspection, les outils de l'introspection, les méthodes et comment est-ce que vous pouvez l'appliquer dans votre vie quotidienne. Je pense que c'est ici, je vais m'arrêter pour les différentes présentations.
Et on va essayer maintenant de poursuivre un exemple concret sur l'analyse, comment on appelle, pour ceux qui sont entrepreneurs et aussi pour ceux qui sont, comment on appelle, ceux qui veulent apprendre quelque chose. Donc, par exemple, euh, je prends un exemple ici. Voilà. Je prends cet exemple sur cet outil-là. Est-ce que vous voyez normalement, je dois zoomer. J'ai partagé? Non, j'ai pas partagé. Excusez, est-ce que vous voyez le partage? Que quelqu'un me dise parce que je ne suis pas là-bas. Ouais, oui, on voit. Ok, c'est bon. D'accord. Oui, on voit, c'est bon. D'accord. Si vous voyez, c'est bien. Merci. Merci infiniment. Ok. Donc, voici un outil que je conçus. D'abord, ça, c'est pour ceux qui sont, comment dirais-je, ça, c'est pour ceux qui, par exemple, un autodidacte. Ce que j'appelais le journal d'apprentissage, ça, on va appeler le journal d'apprentissage quotidien. La date, je prends la date et je se pose la question, qu'est-ce que j'ai appris aujourd'hui? En ce moment, il a déjà fait une planning. C'est-à-dire, il a déjà fait une planning, il a tassé ses objectifs et tout et tout. Ce qu'il doit apprendre, tout et tout. Et il se pose la question, qu'est-ce que j'ai appris aujourd'hui? Donc, il va se permettre de noter les concepts, les compétences et puis les connaissances acquises. Et ensuite, quelles sont les activités qu'il a réalisées pour apprendre, c'est-à-dire pour ce qu'il a appris. Donc, il va commencer à lister des tâches, les processus qu'il a fait. Et ensuite, il va se poser la question, quelles sont les difficultés que j'ai rencontrées lors de mon apprentissage? Là, il va identifier les problèmes, tous les choses qui ont freiné quoi? Son apprentissage ou ses activités. Et ensuite, il va, sûrement, il a eu des difficultés, mais il a pu résoudre. Mais quelles sont ces solutions-là? Est-ce que ça vous arrive souvent de trouver une solution sans savoir, c'est-à-dire après, c'est pas retrouver, comment est-ce que j'ai fait pour retrouver la solution? Est-ce que ça vous arrive? C'est-à-dire, il a un problème, il résout le problème, mais il ne sait même pas c'est quoi, c'est où il est passé. C'est-à-dire, après 2 jours, 3 jours, il ne sait même pas c'est quoi la solution. Qu'est-ce qu'il a fait pour pouvoir résoudre ce problème-là? Je sais que ça arrive. Moi, je sais que c'est pas moi seul que ça m'arrive. Je sais que ça arrive à beaucoup de personnes. Donc, il se pose la question, comment est-ce que moi j'ai pu résoudre cela? Mais en ce moment, s'il avait noté, sûrement, il va venir prendre maintenant son journal d'apprentissage quotidien. Ah ah, j'avais fait ceci, j'avais fait comme ça. Et facilement, il se retrouve et il passe à l'action. Celui-là, il est capable d'encadrer quelqu'un en moins de 2 mois d'apprentissage. Il peut devenir un expert parce que tout ce qu'il apprend là a des traces. Il ne suffit pas seulement de venir s'asseoir, prendre un cahier et puis faire des notes. C'est zéro. Voici le secret. Voici le secret si vous voulez vraiment intervenir. Si vous avez noté dans le cahier, faites ceci. Et vous allez me dire dans quelques instants que ça marche. Maintenant, il va voir maintenant les points maintenant à améliorer. Ça, c'est le dernier point. Quels sont les points maintenant qu'il peut améliorer? On peut ajouter un autre point, c'est-à-dire qu'est-ce que j'ai pu retenir. C'est-à-dire, vous pouvez vous donner un objectif de retenir pour ceux qui ont du mal à retenir des choses, comme je le dis, le cas des enfants. À retenir peut-être 5 mots qui venaient à chaque fois durant la formation, ou bien 2 à 3 mots comme ça. Ça va lui permettre de revenir sur, comment on appelle, euh, ces incompréhensions. C'est-à-dire, je prends un exemple, vous êtes en train de faire une action et vous écoutez la musique. Est-ce qu'il vous arrive des fois, par exemple, vous partez, comment on appelle, vous êtes en voyage et dans le cas, ils ont mis une musique. Est-ce que vous arrive souvent quand vous entendez la musique, vous vous rappelez du voyage que vous avez fait? C'est la même chose. C'est-à-dire, les mots qu'ils ont répétés pendant la journée, là, ces mots-là peuvent vous permettre de vous rappeler de tout ce qui a été dit. Les mots-là peuvent être un fil conducteur de retracer tout l'historique du jour, en fait. Donc, vous pouvez vous permettre de donner quelques mots que vous avez entendus dans la journée. Et ces mots-là vous peuvent vous permettre de reconstituer toute votre histoire. Par exemple, pour un apprentissage, pour quelqu'un qui veut apprendre la programmation, il va apprendre peut-être le JavaScript. Il va se poser la question, qu'est-ce que j'ai appris aujourd'hui? Il dit quoi? J'ai appris les bases du JavaScript. Il note, c'est-à-dire les variables, les boucles, puis les fonctions. Activité réalisée. Il a suivi un vidéo. C'est un autodidacte. Donc, il a suivi un tutoriel vidéo. Il a écrit un script pour automatiser ce qu'on appelle un calcul. C'est-à-dire, il allait sur YouTube,
et il a regardé une vidéo et puis il a reproduit exactement ce que la vidéo lui disait. Et il a pu le faire complètement. Mais la difficulté rencontrée, il n'arrivait pas à comprendre les fonctions anonymes. C'est-à-dire, lui, ce n'est pas forcément une personne physique qui est en face de lui à l'instant T pour que lui puisse. Donc, il avait des difficultés pour comprendre. Et aussi, il avait des difficultés à structurer le code aussi parce que la vidéo, c'est de façon qu'on appelle spontanée. Et les solutions apportées, il a fait quoi? Il a dû aller sur l'Internet et aussi il a fait des discussions sur un forum de développeurs. Et il note qu'on appelle le forum de développeurs. Il note le site où il allait trouver la question. Donc, demain, quand il trouve que, quand il est bloqué en même situation, automatiquement, il part sur ce site-là ou bien il connaît déjà les traces où il est passé. Donc, ce que lui, il veut améliorer, c'est d'apprendre davantage sur les projets concrets. C'est-à-dire, lui, il veut améliorer, il veut pratiquer ce qu'il a appris sur des projets concrets. Et il veut améliorer sa façon de suivre son code avec des commentaires. Voici le journal pour celui qui veut, comme on appelle, c'est un autodidacte. Mais ça diffère. Ça, c'est des façons standards que j'ai fait. Ça diffère de vous, ce que vous allez faire. Si vous n'arrivez pas à faire, vous pouvez trouver quelqu'un qui maîtrise si bien, il va vous accompagner. Pour ce qui est un entrepreneur, pour le cas d'un entrepreneur, je prends un entrepreneur par exemple. Pour un gérant d'entreprise par exemple, il vient, les tâches accomplies. Il va essayer de lister les tâches et puis les prises de décision. Et les résultats qu'il a obtenus, c'est-à-dire il va indiquer les progrès de vente ou bien les impacts, les difficultés qu'il a rencontrées et les solutions qu'il a trouvées en apportant pour résoudre ces problèmes-là et les points à améliorer. Comme un exemple concret, par exemple, dans la journée, il a pu faire quoi? Il a pu faire des négociations avec un fournisseur et il a pu analyser des ventes. Comme quoi, il a pu obtenir comme réduction de 10% sur les prix d'achat. Et il a fait une augmentation des ventes de 5%. Voici les résultats qu'il a obtenus. Et quelles ont été les difficultés? C'est la partie qui l'intéresse plus en fait. La communication difficile avec le fournisseur. Donc, il a eu du mal à discuter avec le fournisseur. Donc, du coup, il a utilisé un médiateur. Et qui est ce médiateur-là? Donc, j'ai dit, avec un tel fournisseur, j'ai eu des difficultés et j'ai contacté un tel. C'est noté. Demain, là, après-demain, c'est une réflexe en même temps. Même si c'est 2 ans, facilement, il reconnaît ses traces déjà. Et même si tu vas être reconnaissant, tu peux, à partir de cet outil-là, être reconnaissant envers la personne qui t'a aidé. Tu ne vas pas l'oublier forcément. Et autre chose, le point à améliorer, il faut former l'équipe sur la gestion des ventes. Voici un outil qui peut vous permettre de vous adapter, vous, les entrepreneurs de vente. Mais ça ne veut pas dire que c'est ça exactement que vous pouvez faire. Par exemple, je prends un exemple pour terminer. Un exemple d'un businessman, par exemple. Il fait la veille informationnelle, il part sur les réseaux sociaux, il découvre les offres de son concurrent. Il prend et il vient une copie. Non, ça ne passe pas comme ça. L'homme a une énergie. Il faut faire l'analyse réversible là, sur ça. Qu'est-ce que j'ai vu aujourd'hui? Comment est-ce que je peux l'implémenter chez moi? En ce moment, maintenant, tu peux travailler là-dessus et voir maintenant les différentes méthodes maintenant pour implémenter cette solution-là chez toi. Il ne faut pas la prendre comme ça, venir copier. C'est sur ce mot que je vais m'arrêter et vous écoutez. Si vous avez des questions à ce niveau, on pourra maintenant débuter le débat, on pourra commencer à échanger. Sur ce, je vous remercie d'être resté jusqu'à ce niveau, à m'écouter, même si parfois il arrive que vous n'arrivez pas à comprendre certaines notions. Je suis là, je pense qu'on pourra encore discuter plus là-dessus. Donc, je suis à votre écoute. Si vous avez des questions. Donc, il y a M. Albéric Nedioula, le grand frère Albéric Nedioula. J'espère que vous allez bien et merci d'avoir participé à mes moments d'échange avec vous. J'espère que vous avez pu retenir quelque chose. Monsieur Nedioula.
Ok, il n'est pas connecté. Merci. Ok. Et Gentina étudie en master de sémiotique et stratégie à l'université Jules Kizerbo. Ravi. Voilà, on s'est croisé au niveau de l'atelier de réseautage à l'AUF, là, si vous vous rappelez bien, celui qui a présenté le club d'art oratoire. Ah oui, je vois. Voilà, c'est moi. Ah d'accord, merci d'être venu. Merci bien, merci pour la présentation. C'est très, très inspirant et très édifiant. Merci, merci. Ce sont des thématiques un peu nouveaux qui n'est pas vu dans notre contrée. Et quand on dit aujourd'hui que le niveau d'éducation ici n'est pas trop ça, c'est parce que tous ces outils-là, on ne met pas en possession ces étudiants-là. Il y a plusieurs qui ne connaissent pas qu'on peut faire ça pour booster son niveau. Et quand vous arrivez, moi, j'ai eu la chance, j'ai des amis qui sont à Toronto, à Québec, et puis comment on appelle, à Montréal. Et souvent, quand on discute, c'est eux qui me disaient que, voilà, moi, je ne comprenais pas quand ils remplissaient. Et puis, ils sont suivis. Mais ici, c'est comme les étudiants qu'on suit. On ne suit pas l'évolution d'un étudiant ici. Voilà, on est laissé à nous-mêmes. Et on n'arrive vraiment pas à voir quelle est la progression de l'enfant. On s'en fout. De toute façon, on donne le coup et s'il ne s'en sort pas, c'est son problème. C'est ça aussi les inconvénients. Donc, j'ai décidé de partager ces techniques que je faisais, que ça marchait à mon entourage. En tout cas, merci, merci bien en tout cas. J'ai vraiment aimé. Et comme vous l'avez dit, hein, ici, là, surtout l'aspect autodidacte, comme vous l'avez dit, Mhm. j'ai aimé l'exemple parce que, comme vous l'avez dit ici, principalement, les gens ne nous suivent pas trop. Mhm. Donc, on est obligé de se débrouiller soi-même pour pouvoir atteindre ses propres objectifs. Voilà. Et avec ces outils qui sont donnés là, ça va permettre à chacun de pouvoir suivre une bonne ligne et voir ses progressions au fur et à mesure. Voilà. Donc, c'était ce que j'avais à dire. Je vous remercie encore. Merci bien, Monsieur Gentina. J'étais ravi de faire d'autres séances avec vous. J'ai une séance Pas de souci. prévue sur la productivité numérique. Et dans cette séance, Pas de je vais souci. partager encore d'autres aspects de la productivité humaine sur le numérique. Voilà. Et j'ai eu la chance d'être coaché par un certain nombre des experts en numérique. Il y a Monsieur Franck Yamiogo, vous avez la parole. Ok, donc, oui, merci. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir, Monsieur Franck. Hmm. Bon, pour le moment, chez moi, ça va. D'accord, merci, Monsieur Franck. Est-ce que vous pouvez vous présenter? C'est l'homme de Kaya. Ah, ok, l'homme de Kaya. Ravi d'être là ce soir. Et surtout, vous qui Ok. apprenez encore toujours à l'université Oui, virtuelle, il y a cette méthode-là qui existe, mais les gens les négligent beaucoup. Et ils ont arrêté. ouais, Ils ont arrêté, ils font plus ça avec les étudiants. Mais j'aurai la chance de ouais. partager ces techniques-là avec vous. Ça pourrait vous aider également. Ok, pas de Et souci. une façon adaptée à celui de l'université virtuelle. C'est un peu compliqué. Donc, il faut Ouais, adapter les situations en fonction des cas. d'accord. Voilà. Donc, on va arracher un mot à notre aîné, M. Kone, Siaka Kone, avant de clore la partie. Oui, monsieur Franck. C'est bon, ça va. Ok. Monsieur Kone Siaka. Oui, bonsoir, chers tous. Bonsoir. Bonsoir, chers formateurs. Oui, bonsoir, monsieur Kone, depuis la Côte d'Ivoire. Et comment on va? Oui, on se débrouille un peu. J'espère que ça va chez vous également. Oui, j'ai suivi, en tout cas, ça m'a servi. D'accord. Et on espère aussi avoir peut-être un support en fichier numérique D'accord. pour pouvoir vraiment utiliser ça, Inch'Allah. D'accord, il n'y a pas de souci. Ça me fera plaisir. Alors, merci beaucoup. Ça me fera plaisir. Ok. Ok. On poursuit. Il y a quelqu'un qui veut prendre la parole pour qu'on termine. Il y a des questions, des questions ou bien des sollicitations. Ok. Donc, on va. Est-ce que c'est passé depuis la lever la main? Très bien, j'ai apprécié. Maintenant, vu ma connexion, j'avais eu un problème de connexion, donc un temps ça bloquait. Même un temps, j'ai même écrit demandant si chez tout le monde ça va quoi.